allons donc nous intéresser aujourd'hui aux premiers édifices chrétiens de Kiev. Il me semble d'abord que le nom de Kiev, pour tous, résonne dans notre inconscient collectif comme celui d'une ville presque mythique. Il s'attache aussi, pour nous, Français, depuis près de 1000 ans, au destin d'une de nos reines, Anne de Kiev, fille de Yaroslav le Sage, prince de Kiev. Anne épouse en 1051 à Reims le roi Henri Ier. Anne est aussi la mère du roi Philippe Ier, pour lequel elle assure la régence à la mort de son père en 1060, avant de se retirer elle-même à Senlis, où la reine a fondé ou reconstruit le monastère Saint-Vincent qui est consacré en 1065. Cette alliance dynastique, conclue juste avant que les églises d'Orient et d'Occident ne se séparent définitivement, je vous rappelle la date de 1054, montre l'étendue des liens diplomatiques singuliers que Yaroslav le Sage entendait nouer au milieu du XIe siècle avec l'Occident latin, mariant successivement ses filles au roi de France, au roi de Hongrie, au roi de Norvège et 2 de ses fils à des princesses de Pologne et de Saxe. Yaroslav, qui règne de 1019 à 1054, entendait plus encore jouer un rôle dans l'Orient byzantin cette fois. Il est en effet le fils du prince Vladimir. Vladimir, le premier converti au christianisme, qui a reçu avec son peuple, en 988, le baptême des mains de Byzance. D'abord lui-même, personnellement, semble-t-il, à Kherson, puis collectivement, son peuple, à Kiev, sur les bords du Dniepr. Vladimir a épousé à Kherson, en Crimée, la même année, c'est la photo que vous avez à droite, vous le reconnaissez, je pense, les ruines de Kherson, Anne, une princesse byzantine, sœur des empereurs byzantins Basile II et Constantin VIII, promise en échange d'une aide militaire qu'il leur a prodiguée au cœur des intrigues de la cour byzantine. Le fils de Yaroslav, Vsevolod, le futur prince Vsevolod Ier de Kiev et Vladimir, épouse à son tour, en 1046, une princesse byzantine, apparentée à l'empereur Constantin IX Monomaque. Et c'est de Byzance et de Constantinople, mais vous le savez tous déjà, que Kiev, leur capitale, située à l'orient de l'Europe et au septentrion de Byzance, a reçu les premières leçons d'un art chrétien qui se développe rapidement dans ce que l'on appelait quelquefois, autrefois, la Kievie et aujourd'hui tout simplement la Rousse de Kiev. Un immense territoire qui s'étend alors au nord-est de l'Europe entre mer Baltique et au sud, la mer Noire et la mer Caspienne. La ville de Kiev est située sur un rebord escarpé des rives du Dniepr. Elle domine la large plaine de la steppe qui s'étend vers l'est de l'autre côté du fleuve. Kiev était déjà un site urbain bien avant la conversion. C'est ce qu'ont révélé notamment les fouilles qui ont été entreprises, surtout au XXe siècle, mais pas seulement, il y en a eu aussi au XIXe siècle, et qui ont pu repérer et préciser de nombreuses traces d'habitats préexistants, et notamment un développement de l'architecture en bois, dont vous voyez ici une photographie tirée des fouilles du Podol en 1972. La ville s'est progressivement développée à partir des 7e, 8e siècles comme une étape sur le fleuve qui constituait donc, le Dniepr, qui constituait une des voies principales reliant la Méditerranée via la mer Noire à la Baltique. C'est la célèbre route des Varègues aux Grecs. Une branche de cette route, la plus courte, vous la voyez, c'est celle que vous avez à gauche de votre écran, passait donc par Kiev, que vous voyez apparaître, avant de suivre ensuite par Gnieznovo et de passer ensuite de bifurquer, soit à gauche, et là il n'y a pas de rouge, j'en suis désolé, par le petit fleuve Dvina, je vais essayer de le... Voilà, ça marche, c'est là, la Dvina, ou par Novgorod, le lac de Ladoga, et ensuite la Baltique. C'est le long de ces diverses voies de communication, vous en voyez apparaître une ou deux autres, et de commerce, qui suivent systématiquement les fleuves et les rivières, que se côtoient des populations slaves, baltes, autochtones, et d'autres probablement, et des Scandinaves, ou vikings, les Varègues, qui s'y établissent aussi. Grâce à ces réseaux routiers fluviaux, en quelque sorte, ils sont en contact non seulement avec Byzance et Constantinople, au sud, ou l'Occident latin, à l'ouest, mais le sont aussi, plus lointainement, avec les communautés juives de l'Empire khazar, par exemple, entre Volga et Caspienne, et aussi, bien sûr, avec les marchands arabes venus de la lointaine Bagdad.
La ville de Kiev est d'ailleurs nommément citée à la fin du IXe siècle ou au début du Xe siècle, la date précise est contestée, dans une lettre que vous avez ici à gauche, qui est conservée à Cambridge, une lettre de la communauté juive de Kiev à celle du Caire. C'est un de ces milliers de documents, de manuscrits qui furent retrouvés en 1896 dans la Guéniza de la synagogue de Ben Ezra du Vieux-Caire. On a retrouvé également de nombreux dirhams dans des sépultures à Kiev et sur tout le territoire de la Rousse de Kiev et d'ailleurs encore au-delà. Vous avez ici un exemple avec le trésor de Gniezdovo, ville à laquelle j'ai fait allusion il y a un instant, qui vous montre ici, au milieu du Xe siècle, des dirhams, parmi d'autres pièces, bien sûr. Cela donne en réalité, finalement, une consistance au fameux récit des temps passés, le premier monument de la littérature slave kievienne, mis en forme à Kiev vers 1110-1117, et ultérieurement complété, selon lequel le prince Vladimir aurait entendu les représentants des grandes religions du livre venus jusqu'à lui l'exhorter à adopter leur foi. Vous voyez ici l'esquisse du grand tableau, l'esquisse qui est conservée au Musée national de Riga, du grand tableau qui, lui, est présenté dans l'église, dans le transept de l'église Saint-André à Kiev, et qui représente effectivement le prince Vladimir en train d'hésiter. Vous voyez l'église latine déconfite qui s'en va à droite, à gauche des savants de telle ou telle religion qui discutent, et bien sûr, semble-t-il, la religion orthodoxe qui l'emporte. Et je vous montre ici un détail seulement du tableau de l'église Saint-André. J'ajoute, et je cite cette fois-ci le récit, « Nous ne savions, dit le récit, nous ne savions plus si nous étions sur terre ou si nous étions au ciel » lorsqu'ils ont entendu la liturgie byzantine. Et c'est apparemment, ce que dit le récit, la splendeur des cérémonies du culte de rite grec qui aurait finalement convaincu Vladimir. L'histoire est sans doute un peu arrangée, mais elle n'est pas sans saveur par rapport aux éléments que nous livre l'archéologie. Ce sont en effet, pour revenir à Constantinople et l'Empire byzantin, qui dominent largement les relations dès le début du IXe siècle. Le célèbre récit des temps passés, auquel j'ai donc déjà fait allusion, qui retrace à la fois la geste des princes de Kiev et en même temps l'histoire de la conversion, s'en est fait l'écho. Le récit décrit en détail la route des Varègues aux Grecs, comme d'ailleurs les sources grecques le font aussi, et raconte notamment le voyage légendaire et prémonitoire de l'apôtre Saint-André qui serait venu de Sinope jusque sur le site de la future Kiev, planter à dessein une croix. Un épisode légendaire qui est ici illustré à gauche au XVe siècle dans la célèbre chronique dite de Radziwiłł, le plus ancien manuscrit illustré conservé du récit des temps passés. Vous voyez donc l'apôtre en train de planter la croix. Kiev conserve encore le souvenir qui a été ranimé au XVIIIe siècle de cette légende, de ce récit légendaire, avec la construction de l'église Saint-André, à droite, chef-d'œuvre de Rastrelli et chef-d'œuvre de l'art baroque en Ukraine, achevé en 1754 et qui domine encore aujourd'hui majestueusement le Dniepr. Jusqu'à quand ? Le récit raconte aussi comment Kiev, en 882, est prise par Oleg, un Varègue, successeur de Riourik, chef scandinave et prince de Novgorod, le fondateur légendaire de la dynastie des Riurikides. Le récit reproduit aussi en version slave les traités successifs qui ont été conclus par les Riurikides de Kiev avec les empereurs byzantins, 907 ou 911, 944, 971, qui rythment en fait l'histoire du Xe siècle avant la conversion et que confirment naturellement les sources byzantines. Le récit s'attache aussi à la description des mœurs païennes des princes de Kiev et des populations, héritières naturellement de plusieurs traditions plus ou moins confondues, et alors, à en croire le récit, très profondément enracinées. Pourtant, le christianisme a déjà pénétré à Kiev au cours du Xe siècle. Le récit atteste notamment l'existence d'une communauté chrétienne dans la ville au moment du traité, enfin de l'un des traités, celui de 944 que j'ai déjà évoqué avec les Byzantins, traité important.
Et le récit atteste même l'usage d'une église à Kiev à l'usage des chrétiens. C'est donc, dans cette source, le premier édifice chrétien de Kiev, peut-être, dont on ne sait évidemment strictement rien. L'église que vous voyez ici est représentée plus tard, à gauche, dans la chronique de Radziwiłł, de façon très simple et conventionnelle. Elle est tout de même couronnée d'une coupole sur tambour, dont vous voyez tout de suite l'origine byzantine, où une icône de la Vierge, que vous voyez, accueille les fidèles, disposés elles-mêmes sur une sorte de chevalet qu'on appelle un podéa, ou une podéa plutôt d'ailleurs. Tandis que, à droite, des païens adorent encore une idole, un dieu de la guerre sans doute, juché sur une colonne, elle-même cantonnée d'armes. À Constantinople, en 867, le patriarche Photios, de son côté, parle de conversion dans une encyclique, à l'évidence de façon un peu abusive, faisant peut-être d'ailleurs allusion à d'autres contrées ou à d'autres événements. On a retrouvé également des croix montées en pendentif relativement nombreuses dans des contextes archéologiques de Kiev et de ses environs et de la Rousse au Xe siècle, sans qu'on puisse cependant affirmer qu'elles sont toujours un signe réel de christianisation ou de simples amulettes accumulées avec d'autres, qui d'ailleurs côtoient précisément, parfois, dans les sépultures des signes ou des objets de tradition païenne. Enfin, plus important peut-être et plus significatif encore, la princesse Olga, sainte Olga. La princesse Olga, grand-mère du prince Vladimir, a même reçu, au milieu du Xe siècle, le baptême, à l'occasion d'un voyage qu'elle a effectué et d'un séjour à Constantinople. Cet épisode, qui est représenté dans la chronique de Radziwiłł, est aussi représenté dans la célèbre chronique grecque, cette fois, illustrée, de Jean Skylitzès, qui est aujourd'hui conservée à Madrid. Vous voyez ici donc la réception d'Olga au palais impérial de Constantinople, et je pense que vous voyez ici, voilà, vous avez le nom de Olga, écrit donc en grec au-dessus du personnage central. Plus de 2 siècles plus tard, en 1200, le pèlerin Antoine de Novgorod, qui visite les sanctuaires de la ville de Constantinople, signalera encore, dans sa description des lieux saints de la capitale byzantine, la grande patène en or, qui était bordée de perles et enrichie au centre d'une pierre précieuse, elle-même sculptée d'une image du Christ, que la princesse Olga, après son baptême, avait déposée au trésor de Sainte-Sophie en hommage. Ce sont donc, et il y en a d'autres, autant de signes de pénétration du christianisme à Kiev et dans les territoires des princes de Kiev, même si ces derniers sont demeurés résolument païens, d'après le récit, et n'ont pas manifestement immédiatement suivi les pas sanctifiés de la princesse Olga. En 988, néanmoins, le prince Vladimir se convertit et reçoit le baptême, ainsi que tout son peuple, comme je vous l'ai dit. En 989, d'ailleurs, Vladimir descend jusqu'à Kherson, en Crimée, qu'il assiège. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être pour y obtenir plus fermement la main de la princesse Anne, qui lui avait été promise donc par les 2 empereurs, Basile et Constantin, et redonne ensuite la ville aux Byzantins. Il emporte avec lui, à son retour à Kiev, un butin tout à fait considérable. Il emporte en même temps des reliques, notamment de Saint Clément, et il emmène aussi avec lui une partie des membres du clergé local. Alors, ce sont ces membres du clergé de Crimée, ainsi que des clercs grecs cette fois-ci, de la chapelle palatine, qui ont probablement accompagné jusqu'à Kiev la jeune princesse, son épouse, qui composent le premier clergé de la ville de Kiev et mettent en œuvre à Kiev et dans toute la principauté le christianisme naissant. En tout cas, moins de 10 ans plus tard, en 998, le patriarcat de Constantinople installe à Kiev ce que l'on appelle une métropole ecclésiastique, c'est-à-dire donc un siège épiscopal d'importance, la métropole dite de Rossia, qui renforce définitivement les liens spirituels de Kiev avec Constantinople, avec la ville impériale. Symbole évidemment particulièrement éclatant, Vladimir fait frapper dès son baptême, c'est ce que vous avez à droite, une monnaie d'or qui le représente, c'est ce que vous avez en bas, lui-même en buste, à l'image des monnaies des souverains byzantins, vous devinez sans doute la couronne avec les lourdes perles latérales de chaque côté,
Et la pièce montre à l'avers, comme sur les monnaies byzantines, l'image du Christ Pantocrator bénissant. Aussitôt, Kiev connaît un nouvel et spectaculaire essor urbain, auquel participent naturellement au premier chef les premiers édifices chrétiens de la ville. Comme vous le montre la carte, et vous la reverrez réapparaître, je la vois mal, j'ai bien fait de prendre une photocopie. Comme vous voyez réapparaître la carte, sur la carte, vous voyez que la ville s'étend donc sur la rive droite du Dniepr, tout le long, sur donc un escarpement, comme je l'ai dit. Et vous y voyez à la fois dans une sorte de ici et là, vous voyez très bien la ville de Yaroslav et la citadelle royale, ici l'enclos de la métropole, et puis vous voyez que d'autres établissements se sont établis sur lesquels nous allons revenir un peu plus avant. Je vous montre ici une photo qui est de mon cru que j'ai faite d'une des maquettes exposées à Kiev au musée de Sainte-Sophie, extrêmement bien faite, très jolie maquette, ma photo étant à peu près abominable, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est à l'intérieur donc de cette cité fortifiée, mais également au-delà, jusqu'ici par exemple avec le Saint-Sauveur de Berestovo, dont je redirai un mot un peu plus loin, qui est une résidence du prince Vladimir. Là, ici, la fameuse Notre-Dame sur la Cloche, mais bon, attendez, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Et ici, donc, le monastère des Grottes. Ah, on ne voit rien du tout, c'est ça? Ah, pardon. Ce n'est pas la peine. Bon. Bref, voilà la citadelle ici, que vous voyez ici, voilà, avec la citadelle princière, l'enclos général que vous voyez ici, et puis ici, donc, un certain nombre de ces édifices. Ici, le Saint-Sauveur de Berestovo, qui est la résidence donc, du prince Vladimir, où le prince Vladimir meurt en 1015. Et puis, vous voyez également ici le monastère des Grottes, dont nous reparlerons. Et c'est à l'intérieur de cette ville haute, ici, protégée par des remparts, que se trouve la citadelle elle-même, qui est la ville en quelque sorte princière, le haut lieu du pouvoir, et ici l'enclos donc, que je vous disais en A du métropolite, la future église Sainte-Sophie. Vous reverrez de toute façon la carte un peu plus avant. Le mouvement de construction des églises est rapide en réalité, puisque en 1015, donc à la mort de Vladimir, on dispose d'une chronique, la chronique du chroniqueur allemand Dietmar, qui est évêque de Merseburg, qui est généralement très bien informé et qui ne signale pas moins de 400 églises qui ont été construites dans la ville, c'est-à-dire dans un espace d'une vingtaine d'années en clair. On est tenté d'ailleurs de rapprocher ces 400 églises construites autour de l'an 1000 à Kiev du blanc manteau d'église qui d'ailleurs au même moment recouvre la France selon l'historien Raoul Glaber. Le tout premier édifice chrétien de Kiev est naturellement lié au prince Vladimir. C'est l'église dédiée à la Mère de Dieu dite de la Desiatinaïa. Desiatinaïa qui veut dire tout simplement l'église de la dîme. Pourquoi ? Parce que Vladimir lui a octroyé un dixième de ses revenus. C'est elle qui apparaissait dans la citadelle sous la lettre D. La Desiatinaïa a été élevée dès 989, c'est-à-dire en demain même de la conversion, à proximité du palais princier, puisque c'est une église princière, auquel elle est donc intimement liée, et elle est consacrée en 996. Elle est au centre de la vie politique et religieuse de la principauté, cela va de soi. Il ne reste pas grand-chose aujourd'hui de cette église, et il ne reste donc plus que les vestiges qui ont été découverts à l'occasion de plusieurs campagnes de fouilles, conduites d'ailleurs depuis le début du XIXe siècle, et dont les dernières ont eu lieu il y a une dizaine d'années. L'église a été ruinée par les Mongols en 1240, lors de la prise de la ville et de l'incendie de la ville. L'église reprise était de nouveau en ruine au XVIIe siècle, c'est ce que vous montre ici, un des dessins qui ont été exécutés par le peintre de cour hollandais Abraham van Westervelt, qui a accompagné en 1651 à Kiev le prince Janus Radziwiłł dans son expédition militaire. L'édifice fut ensuite reconstruit
puis au XIXe siècle une nouvelle fois, pour être finalement détruit et rasé en 1928. C'est l'édifice que vous voyez sur la photographie à droite, entièrement évidemment aujourd'hui disparu. Il ne reste donc plus maintenant que des vestiges arasés au sol de l'église, mis en valeur, encore une fois, par les fouilles et les dernières fouilles en l'occurrence. En fait, la Diessatinaya, par rapport à des édifices qui ont pu être construits avant, la fameuse petite église dont je parlais de la chronique, citée pour 944, la Diessatinaya est la toute première église construite en terre slave, maçonnée, ou plus exactement construite en briques et non plus en bois. L'église primitive est assurément l'œuvre de maîtres grecs. Et le récit, d'ailleurs, cite, ailleurs, il est vrai, comme tel, des maîtres venus de chez les Grecs. Alors, qu'entend-il par là? Byzance, Constantinople, les Balkans, la Bulgarie ou la Crimée? Point d'interrogation. Le plan primitif était celui classique des églises byzantines dites en croix grecque, inscrites et coupole centrale, dotée d'un chevet tripartite. Alors, vous avez à droite une église de Constantinople, l'église du Myrélaion, qui a cet avantage d'être bien datée, vers 920, par Romain Ier les Capelles. Vous voyez donc cette église qui a 2 étages. Vous voyez ici que vous avez une sorte de croix inscrite dans un carré, puis le narthex, au besoin dans d'autres exonarthex, puis dans d'autres également des paréclésias, c'est-à-dire des petits couloirs latéraux. Vous voyez ici, sur cette surimposition des structures, tout de même, vous devinez les 3 absides que vous aviez ici. Vous devinez effectivement plus ou moins des structures qui forment une croix. Mais, une petite distinction cependant. L'église fut reconstruite, c'est évident d'après ce que vous voyez, plan des fouilles, et son plan fut remanié d'ailleurs après un incendie survenu en 1039. Mais on perçoit aussi, dans l'effet basilical, c'est-à-dire un effet qui cette fois-ci privilégie une perspective ou une nef relativement allongée, un écho précisément de l'église haute du Myrélaion de Constantinople. Car, bien qu'en croix inscrite, vous voyez ici qu'il y a comme un effet quand même de basilical. C'est un écho, semble-t-il, donc de l'église haute du Myrélaion de Constantinople, un édifice qui, sans être tout à fait à part dans la lignée des églises byzantines de la capitale, est néanmoins une fondation impériale de Romain Ier les Capelles, vers 920 donc, destinée à devenir précisément la sépulture de sa famille. Or, on remarquera que c'est aussi, ou que ce fut plutôt, la destinée de la Diessatinaya, puisque Vladimir, en la faisant construire à Kiev, y fit non seulement transférer les restes de la princesse Olga, sa grand-mère, mais il y reçut lui-même sa sépulture après celle de sa première épouse, la princesse byzantinane. Donc on a un côté église, à la fois palatiale, mais aussi une église funéraire princière. Comme les églises byzantines, la Diessatinaya était évidemment pourvue d'un somptueux décor appliqué, d'éléments de marbre tels que chapiteaux, linteaux, encadrements de portes, comme ceux qui sont aujourd'hui conservés au musée de Sainte-Sophie, non loin. Ces éléments ont été importés de Byzance, où ils sont en marbre proconèse, ou peut-être tout simplement, c'était la solution la plus simple, extraits des monuments antiques de Crimée ou de Kherson. C'est d'ailleurs de Kherson que le récit des temps passés affirme qu'auraient été rapportés 2 chevaux de bronze monumentaux placés aux côtés de l'église de la Diessatinaya, qui en tout cas y était visible au début du XIIe siècle. On a là une attitude classique des conquérants au niveau des chevaux de Saint-Marc. L'église était également pourvue d'un pavement en opus sectilé ou en mosaïque de marbre blanc, de proconèse et schiste anthracite, enrichi de porphyre, enrichi de verre coloré. Les murs, que vous voyez ici apparaître dans un fragment en bas à droite. Les murs avaient aussi reçu un décor à la fresque, certainement dû lui aussi à des peintres venus de Byzance, comment faire autrement d'ailleurs. Quelques fragments ont été découverts à l'occasion des fouilles successives, indépendamment de leur caractère, il faut bien le reconnaître, extrêmement lacunaire, et indépendamment aussi de la date très précise ou imprécise à laquelle on peut les assigner, ils sont l'œuvre d'un pinceau, on peut dire assurément grec, ou du moins
parfaitement rompu aux techniques picturales grecques. Mais c'est sous le règne de Yaroslav le Sage que le plus brillant édifice chrétien de Kiev, aujourd'hui d'ailleurs légitimement inscrit au patrimoine de l'UNESCO, est construit, la célèbre cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, dédiée comme Sainte-Sophie de Constantinople à la sagesse divine. C'est un monument qui est entrepris vers 1037 pour devenir la cathédrale et le siège du métropolite dans la citadelle. Alors, si je prends la flèche, c'est la lettre A qui doit être ici, et vous aviez à l'intérieur de la citadelle l'enclos, en quelque sorte, du métropolite. Elle est consacrée en 1041 ou 1049, et elle est aujourd'hui dissimulée en grande partie sous un très bel habillage des XVIIe et XVIIIe siècles aux allures baroques qui ne manquent pas ni d'allure ni d'attrait. L'intérieur, en revanche... voilà, l'extérieur, que je vous laisse regarder. L'intérieur, en revanche, a conservé en majeure partie la splendeur de l'édifice construit par Yaroslav avec ses décors de mosaïques et de fresques que vous apercevez à gauche et permet aussi de mesurer aisément d'un premier coup d'œil la dette byzantine. Vous voyez ici donc l'intérieur, j'ai du mal avec ce crayon, il y a un bouton, le voilà. Vous voyez l'intérieur ici de Sainte-Sophie avec ses mètres carrés, ses dizaines de mètres carrés de mosaïques. Et ici, vous voyez un édifice qui, lui, a perdu ses mosaïques à Constantinople, l'une des trois églises du monastère du Pantocrator, un tout petit peu plus tardif, mais qui vous montre bien la coupole au-dessus des grands arcs, là, de grands arcs de décharge, ici remplacés, nous allons voir dans un instant pourquoi, par des arcs plus petits. Et puis, comme toujours, normalement, la coupole dévolue au Christ. En tout cas, vous voyez bien que dans l'organisation des volumes, la dette est évidente, même si, et j'en dirai un mot dans un instant, il y a des différences. Le plan, en effet, présente plusieurs singularités qui font de Sainte-Sophie un monument proprement unique. Très ambitieux, presque autant que les Saints Apôtres de Constantinople, un des édifices majeurs de la capitale byzantine aujourd'hui entièrement évanoui, la conception en est cependant tout autre. Elle est inscrite dans un rectangle de près de 55 mètres sur 42 et elle présente une variation inédite sur le fameux plan en croix grecque inscrite, avec coupole inscrite, à laquelle j'ai déjà fait allusion. Vous voyez ici une des églises du Pantocrator, avec donc la croix inscrite, supportant donc ici la coupole au centre et les trois absides. Si vous prenez ce petit carré-là et que vous le placez ici, vous le retrouvez. Une abside, deux absides, trois absides, et ici une croix grecque inscrite. Mais vous voyez bien qu'elle est entourée de manière inhabituelle de deux autres nefs qui forment au total 5 absides, le tout entouré de circulations latérales et mieux même, ici, de vastes tribunes auxquelles on accède par deux escaliers dont nous allons reparler. Le tout donc est entouré de doubles galeries qui contribuent à une division spatiale singulière, inédite, me semble-t-il à l'époque, tandis que 12 coupoles plus petites entourent la coupole centrale, un peu peut-être comme les apôtres entourent le Christ, formant au total une composition ascensionnelle très particulière et inconnue à Byzance sous cette forme. En outre, donc, et je le répète, à l'ouest, au niveau des portes et des narthex, deux importants massifs, au nord et au sud de la façade, abritent chacun un escalier qui conduit à une vaste tribune, bien sûr tribune réservée au souverain et à sa cour. Cette tribune couvre tout l'espace derrière la façade et déborde largement sur les structures latérales. On peut évidemment penser aux tribunes des édifices palatiaux d'Occident, plus petites cependant, qui constituent peut-être une référence, mais aussi, peut-être, aux tribunes de Saint-Marc de Venise, en songeant que ces dernières, quoique différentes, s'inspirent peut-être elles-mêmes d'un dispositif plus ancien. Je laisse le débat ouvert. Ces éléments, en tout cas, ont permis de proposer une restitution de l'extérieur de Sainte-Sophie vue du chevet, qui est aujourd'hui donc dissimulée sous les enduits et les toitures si pittoresques du baroque. Là, on constate vraiment l'élan ascensionnel. Là, vous avez le chevet avec donc les 5 absides, et puis vous voyez cet élan. Les coupoles étant en quelque sorte donc dissimulées, puisque vous voyez ici les ajouts des siècles ultérieurs.
si la parenté est évidente avec les édifices byzantins, vous voyez bien que ici, même dans un édifice aussi ambitieux que le Pantocrator, fondation impériale du début du XIIe siècle à Constantinople, ou à Chios, à la Néamonie, édifice un peu antérieur, l'élan ascensionnel, les dimensions sont nettement inférieures. On possède également un dessin d'Abraham van Westerveld, auquel j'ai déjà fait allusion, en 1651, qui montre nettement les 5 absides de l'édifice dans leur état en 1651, et des coupoles à l'époque encore un peu plus mesurées. Tout cela donne donc une réelle consistance, une réelle vraisemblance à la maquette de l'extérieur qui est restituée ici et présentée au musée de Sainte-Sophie. Ma photo est un peu moins mauvaise. À l'occasion d'une des campagnes de travaux, il y en a eu de nombreuses, une partie des enduits, comme vous pouvez le constater, des murs extérieurs et en particulier du chevet, une partie de ces enduits a été enlevée et on y voit là un type de construction aussi avec de grands arcs et des lésènes, c'est-à-dire des grands bandeaux, des grands pilastres appliqués dans la maçonnerie, des grands lésènes de l'abside centrale. La modénature également relativement simple est directement inspirée, ou sont directement inspirés pour l'ensemble, de ceux de l'architecture byzantine, constantinopolitaine ou balkanique. Il faut également dire un mot, je pense, du décor sculpté que reçut Sainte-Sophie. Vous apercevez ici 2 des chapiteaux qui, au cours des restaurations du monument au XIXe siècle, ont été enlevés ou substitués et qui sont aujourd'hui donc conservés au musée de Sainte-Sophie. Vous voyez également un élément de marbre de Proconèse qui était utilisé à un moment. Et puis vous voyez en haut à droite un détail du sarcophage de Yaroslav qui est abrité encore aujourd'hui dans la chapelle Saint-Vladimir, comme vous le montre ici un dessin du milieu du XIXe siècle, avec en haut donc le détail de la sculpture, c'est le seul dont je disposais, avec donc 2 cyprès encadrant la croix, selon le modèle évidemment et la référence byzantine évidente. Indépendamment de ces éléments sculptés, donc rapportés à cette structure construite à la mode byzantine, c'est surtout à l'intérieur que l'art byzantin rayonne de toute sa splendeur. Le chœur et la coupole ont en effet conservé leur admirable décor de mosaïque, un décor qui a été exécuté donc au milieu et dans le 3e quart du XIe siècle. Sans surprise, on trouve à Sainte-Sophie le programme iconographique canonique des églises byzantines médiévales. Au sommet de la coupole, le Christ Pantocrator. Il est entouré d'anges, je vous montre un détail dans un instant, avec des figures ici d'apôtres, dans le tambour, et dont les pendentifs sont occupés par les évangélistes. Voici ici le détail qui vous montre donc de nouveau le Christ Pantocrator, les anges, et ici les évangélistes, avec des figures également de saints dans l'intrado des 4 arcs qui supportent la coupole. Les anges ont revêtu le grand loros byzantin, c'est-à-dire la grande écharpe du costume impérial qui se croise sur la poitrine. Ils tiennent en main le globe et un labarum, c'est-à-dire une sorte de pancarte, un labarum de victoire où est inscrit 3 fois le mot agios en grec. Je pense que vous le voyez ici, enfin, vous le devinez plutôt. Agios, 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 saint, saint, saint. L'abside tout entière est occupée par la figure immense de la Vierge orante sur un fond d'or uni, immatériel, avec au-dessus d'elle et de l'inscription votive, qui, vous le remarquerez, est en caractère grec, de l'arc qui la surmonte, donc, la Vierge et Saint Jean-Baptiste, qui prient le Christ pour le salut de l'humanité et forment ce que l'on appelle la figure traditionnelle de la déisie, c'est-à-dire de la prière universelle. Je ne sais pas si vous les apercevez ici, ils vous paraissent bien petits, la Vierge et Saint Jean-Baptiste qui adressent leur prière au Christ. Et là, nous avons évidemment une figure monumentale de plusieurs mètres de haut. En dessous de la Vierge,
est représentée la communion des apôtres. Les apôtres, ils sont divisés en deux groupes, approchant de l'autel, où le Christ donc distribue à gauche et à droite la communion sous les deux espèces. Le Christ est assisté de deux anges qui tiennent chacun un grand éventail liturgique. J'espère que vous l'apercevez. Éventail destiné depuis les temps de l'Église primitive à protéger des insectes les saintes espèces. C'est un chasse-mouche, quoi. Oui, c'est un chasse-mouche, absolument. Un flabellum en latin, si vous voulez. Ou un éventail. Enfin, en Dieu, éventail liturgique, le terme existe. Enfin, c'est le terme. Vous apercevez ici l'autel sur lequel est représentée la patène. Vous devinez peut-être, puisque vous ne les voyez, les petits morceaux du pain consacré du corps du Christ, donc divisés en petits morceaux, que le Christ distribue aux apôtres d'un côté. Et ici, il tient en main, malheureusement c'est coupé, le calice dont il donne à boire son sang aux apôtres. Et puis là, vous voyez ici l'astérisque, c'est-à-dire ces deux arcs qui se croisent, se posent sur la patène, sur lequel on pose un linge, pour là aussi abriter les saintes espèces au moment de la consécration. Voici ici un détail des apôtres, de la partie droite. Le dessin des apôtres aux attitudes presque dansantes font de ces mosaïques de véritables chefs-d'œuvre de l'art byzantin du XIe siècle, qui rivalisent sans peine avec les décors comparables, ou ceux qui en subsistent, à Saint-Luc en Phocide, par exemple, à la Néamonie, à Chios, ou encore à Daphne, près d'Athènes. En dessous, la partie basse de l'abside, qui normalement est réservée au clergé et qui est séparée par une iconostase qui est l'équivalent chez nous de ce qu'étaient les jubés, une clôture de chœur si vous préférez, et qui normalement donc n'est pas accessible au public, en théorie, est occupée par les évêques consécrateurs que vous voyez ici apparaître, et les saints diacres et martyrs de l'Église primitive, Étienne et Romain, qui tiennent des encensoirs. Voici ici Stéphanos, donc Étienne, et les autres. Bon, on remarque au premier coup d'œil que seule la partie supérieure est conservée, la partie inférieure, détruite au cours des temps, ayant été restituée, refaite, restaurée. Au XVIIe siècle d'abord, puis ensuite encore une fois au XIXe siècle. Mais les visages, que vous, j'espère, devinez, impressionnent toujours, à la fois par leur qualité, leur maîtrise, tout à fait remarquable, et leur vigueur expressive ou leur majesté. Voici l'autre côté des évêques consécrateurs, avec une photo qui n'était pas excellente, un peu mieux conservée. Enfin, sur le haut des pieds droits du chœur, à la base du grand arc de la coupole, se font face l'ange et la Vierge de l'Annonciation. Ils sont ici. En dessous, les figures sont peintes et d'ailleurs un peu restaurées. Vous retrouvez ici donc la communion sous les deux espèces et la Vierge, la grande Vierge de l'abside. Je vous montre tout de suite aussi, voilà, un détail, deux clichés qui sont un peu différents, mais pourtant la même technique. Les mosaïstes de Kiev en sont certainement venus de Constantinople. Il y a une quinzaine d'années, le nettoyage des mosaïques et l'échafaudage qui étaient nécessaires à l'opération ont permis de monter dessus et de voir surtout de très près les mosaïques. Les fonds d'or, comme à Byzance, sont parsemés de tesselles de verre noir qui font chatoyer l'or. De même, les tesselles de marbre côtoient celles de verre, verre doré et verre de couleur, mais aussi de pierre de couleur et de calcaire, pour les couleurs les plus claires, les blancs et roses. L'examen des tesselles a confirmé aussi que ce que le style des mosaïques laissait déjà soupçonner, à savoir l'intervention de 2 ou 3 ateliers grecs distincts dans un court laps de temps, en gros les années 1040-1070. À cet égard, la comparaison de l'ange de l'Annonciation et des anges du célèbre jugement dernier de l'église Santa Maria Assunta à Torcello, qui ont été, les figures, qui ont été exécutées par des artistes byzantins, et pour de ces ateliers au moins éclairantes. Ce sont en effet les mêmes tesselles qui ont été utilisées, et le dessin est très voisin. On sait aussi d'ailleurs que les ateliers byzantins avaient l'habitude d'expédier par bateau, tout autour de la Méditerranée, le verre, les tesselles et les matériaux nécessaires à la
confection des mosaïques, mais aussi naturellement les maîtres qui pouvaient les mettre en œuvre et les exécuter. La cathédrale est une église palatiale également. Elle est située dans l'enclos même de la citadelle. Sur les murs de la nef avait été représenté, très logiquement, au sud, le prince Yaroslav, le sage, escorté de ses filles, dont deux tenant un cierge et avançant vers le chœur, et sur le mur nord, son épouse et ses fils. La procession des fils, connue par des dessins d'Abraham van Westerveld, est aujourd'hui très évanouie, ou quasi disparue. Mais subsiste en revanche encore l'étonnante procession des 4 filles du souverain que vous voyez ici. J'ai l'impression que c'est très surexposé, mais où l'on se plaît volontiers, souvent, à reconnaître parmi elles notre reine Anne de Kiev. C'est aussi parce que la cathédrale est une église palatiale que Sainte-Sophie possède un décor absolument unique pour l'époque byzantine médiévale, sans équivalent ailleurs, dans les 2 escaliers qui conduisent aux tribunes réservées, je le répète, aux princes et à la cour. De façon presque surprenante, mais pas inattendue dans un contexte princier, les murs des 2 escaliers sont couverts d'une représentation de l'hippodrome de Constantinople. L'hippodrome de Constantinople, c'était en réalité, pour les empereurs de Byzance, un des hauts lieux symboliques de l'expression du pouvoir byzantin. C'est là qu'ils sont, indépendamment de leur couronnement, proclamés. C'est là que se déroulent théoriquement les grands événements. Avec notamment la tribune officielle, où siégeait l'empereur, qu'on appelle le kathisma en grec, ou kathisma, que vous voyez ici apparaître dans l'escalier sud, ainsi que les courses de quadrige. Alors, avec le... Si je prends ça, voilà. Vous voyez ici le relevé du dessin de l'escalier. Vous voyez ici la tribune, dont vous avez une méchante photographie ici. Et cela, c'est effectivement la tribune officielle qui est représentée avant 395, c'est-à-dire à la fin du IVe siècle, à la base du célèbre obélisque de Théodose à Constantinople. Vous avez cette représentation donc à la fin du IVe siècle, et vous avez ici, au milieu du XIe siècle, cette représentation inédite et extraordinaire d'un apparat du pouvoir byzantin, évidemment réutilisé par le prince Yaroslav. Et puis, dans l'autre escalier, vous avez également représenté, dans la tour nord cette fois-ci, particulièrement bien conservés, les jeux des acrobates, ceux des musiciens qui se déroulaient donc, et des danseurs, des scènes de combat, des scènes de chasse et d'animaux sauvages. Vous les voyez ici, des détails, les photos sont toujours très excellentes, mais vous voyez, je crois, ici assez aisément une chasse à l'ours, puis là une espèce de combat avec un homme peut-être avec un masque, on ne sait pas. Plusieurs autres églises importantes furent élevées sous le règne de Yaroslav, comme vous voyez un certain nombre de noms, notamment les églises Saint-Georges, Saint-Irène ou Saint-Théodore de la citadelle. Quelques-unes dont les traces se sont complètement évanouies, comme par exemple, je vous montre ici, Saint-Irène, un édifice qui avait été fondé en 1037, détruit par les Mongols en 1240, mais dont un pilier retrouvé fut entretenait du moins le souvenir, puisqu'il avait survécu de la grande nef, abrité sous un petit toit, comme vous voyez, qui supportait une croix, le tout ayant été détruit en 1932. Il y a aussi le souvenir de bâtiments qui ont été ultérieurement très reconstruits, comme ceux de l'église de la résidence princière de Berestovo, au sud-ouest de la ville, où mourut donc en 1015 le prince Vladimir, un édifice qui était antérieur à 1073, de toute façon, donc entre ces deux dates, où subsistent quelques parties anciennes que vous apercevez ici à droite, mais dont la datation reste tout de même matière à débat à l'intérieur du XIe ou du XIIe siècle, plus probablement. En tout cas, c'est aussi le cas du plus célèbre des monuments du christianisme à Kiev, avec, aux côtés de Sainte-Sophie, le célèbre monastère des grottes, ou l'or de Petchersk. C'est l'un des plus hauts lieux de la spiritualité du monde orthodoxe, lui aussi, comme Sainte-Sophie, inscrit à l'UNESCO. Le monastère est fondé dans les dernières années du règne de Yaroslav, en 1051, un peu au sud de Kiev. Il est... je n'arrive même pas à le voir. Il est... Je ne le vois pas. Bon, attendez, avec le truc...
c'est là, voilà, ça y est, on y arrive. C'est un peu en biais. Et là c'est un peu petit la carte. Donc il est fondé en 1051, un peu au sud de Kiev, sous la houlette conjointe de saint Antoine des Grottes et de son condisciple saint Théodose, qui adopte d'emblée la règle monastique du Studios de Constantinople, grand monastère de la ville impériale. La première église dédiée à la Dormition est consacrée en 1077. Le monastère exploite depuis des siècles, de façon très spectaculaire, un site escarpé au-dessus du Dniepr, comme le montre d'ailleurs aisément le dessin d'Abraham van Westvelt en 1651, et comme le montre aussi cette vue contemporaine qui, évidemment, vous montre le caractère tout à fait éblouissant de cet ensemble. Le monastère réunit ainsi, du haut en bas de l'escarpement, plusieurs bâtiments qui se succèdent. Il offre aussi, sous terre, cette fois-ci, et c'est sa particularité distinctive la plus remarquable, une série de grottes en réseau, proprement étonnant, qui, lui aussi, permet de communiquer entre le haut et le bas de la Lore, plusieurs centaines de mètres, et qu'Abraham Westvelt n'a pas manqué, évidemment, lui aussi, de dessiner, et dont, que vous voyez ici, avec évidemment des corps sains, non corruptibles dans cette atmosphère très particulière, et ces kilomètres de galeries qui existent toujours et sont visitables, indépendamment des réadaptations successives en fonction des époques et du culte surtout. Et dont rend compte également la chronique de Radziwiłł au XVe siècle, avec ici l'un des deux fondateurs, saint Antoine, vous voyez, avec ici sa grotte. Monument exceptionnel et éblouissant du baroque ukrainien, enrichi de siècle en siècle, restauré, en partie reconstruit après les terribles dommages du XXe siècle, la Lore ne présente plus guère aujourd'hui de vestiges du temps de sa fondation. Dans les années 70, cependant, était encore visible un morceau ruiné de l'église du XIIe siècle, avec une publication des années 80 ici, un édifice qui était à coupole unique et supporté par de gros piliers, 6 gros piliers, qui donnaient à l'église abbatiale des allures de basilique, telles qu'on avait déjà, semble-t-il, vu se dessiner les choses à la Desatinaya. On peut lui ajouter aussi les murs bas des absides, conservés sur une certaine hauteur, vous les apercevez ici, qui ont été dégagés. J'en profite pour dire peut-être un tout petit mot de l'immensité de cette structure ecclésiastique et monastique. Et on peut se rendre compte de cette immensité à travers un plan de visite, tout simplement, mais qui montre effectivement non seulement la grande tour, non seulement l'église. La pente est bien plus accentuée que cela, l'église qui est tout à fait en bas de la pente, les caves qui sont partout ici, et tous les bâtiments nécessaires à la vie des moines, le réfectoire, la librairie, l'accueil, la porterie, qui est ici, en fait, etc. Je ne vais pas insister. Le tout étant clos dans un vaste mur, aussi bien d'ailleurs le haut que le bas. Et en fait, on y reconnaît là, mais alors propulsé à des dimensions extraordinaires, très grandes, le modèle des monastères byzantins, avec l'église éventuellement au centre, le plus souvent au centre, les bâtiments répartis tout autour, la fontaine à côté de l'église, entre l'église et le réfectoire, et puis également donc un caractère au besoin défensif ou tout simplement un caractère pour s'isoler dans la spiritualité monastique. C'était déjà ce qui était apparu au Sinaï au VIe siècle, le monastère entouré de ses murs, mais là avec une espèce de dimension tout à fait prodigieuse. La mort de Yaroslav en 1054 et les luttes intestines entre ses fils et héritiers marquent dans l'architecture de Kiev une sorte de temps d'arrêt. Mais c'est au contraire le moment où l'architecture kievienne et ses réussites essaiment à leur tour, rayonnent durablement dans toute la Rousse de Kiev, se déplaçant ainsi notamment vers Tchernihiv, Vyshgorod, Vyshgorod qui s'inspirait très étroitement de la Dormition de Petchersk, et Vyshgorod qui est le sanctuaire des saints Boris et Gleb, saint célèbre bien sûr, où leurs reliques furent translatées en 1072. Mais c'est également le cas aussi à Pskov, ou plus encore au nord, à Novgorod. C'est là un chapitre que je n'ouvrirai pas, mais qui montre évidemment le rôle de Kiev dans l'enseignement de l'architecture et dans le rayonnement des leçons byzantines dans toute la principauté. Un monument toutefois se distinguait entre tous pour le XIIe siècle à Kiev. L'église Saint-Michel,
aux coupoles d'or. Il y a plusieurs appellations. Saint-Michel au dôme d'or au singulier, Saint-Michel au dôme d'or au pluriel, Saint-Michel aux coupoles d'or. Il y a plusieurs. Le tout, c'est qu'effectivement, c'était l'aspect doré des coupoles qui frappait les imaginations. C'est en réalité un monastère qui fut édifié au début du XIIe siècle, entre 1108 et 1113, par le prince Sviatopolk, qui fut entièrement détruit et systématiquement entre 1934 et 1936, durant la période soviétique, et qui fut reconstruit à l'identique après 1991. Comme Sainte-Sophie, la cathédrale, j'ouvre une toute petite parenthèse, souvent on parle de cathédrale avec une certaine insistance à propos de ce type de monument. En fait, la cathédrale, c'est le siège d'un évêque, sinon c'est une église abbatiale, monastique, au besoin une collégiale. Comme la cathédrale Sainte-Sophie, l'édifice avait été entièrement revêtu au XVIIe siècle d'une parure baroque que distinguaient donc ces dômes couverts de métal doré étincelant. Mais, comme Sainte-Sophie, l'église avait conservé à l'intérieur sa structure ancienne et même une grande partie de son décor de mosaïques somptueuses dans l'abside, dans le sanctuaire et ses apports, qui furent alors déposés au musée de Sainte-Sophie, mais aussi pour quelques importants fragments dispersés ultérieurement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Vous voyez ici donc l'église actuelle, qui reprend le modèle plus ancien, il y a des gravures qui le représentent ou des peintures, et vous voyez que comme pour la cathédrale Sainte-Sophie, au-delà de l'habillement si caractéristique, il y avait, là c'est tout moderne, hein, il y avait dessous les structures que vous voyez ici, qui s'inspirent bien sûr des modèles byzantins, mais avec une espèce de côté ascensionnel et des dimensions très nettement supérieures aux monuments byzantins du temps. Comme je vous le disais, un abondant ensemble de mosaïques avait été conservé et le musée de Sainte-Sophie abrite encore aujourd'hui un certain nombre de ces mosaïques. Vous avez ici, comme d'ailleurs à la cathédrale, une représentation de la communion des apôtres sous les deux espèces, le pain et le vin. Mais là, on est donc dans les années 1115, 1120, si vous voulez. Et puis ici, des éléments du décor, ici ou là, qui y sont conservés. Un autre détail ici qui vous montre, plus précisément peut-être, la communion sous l'une des espèces avec les apôtres. Et là aussi, vous voyez un écho très évident de l'art byzantin ici. Et je termine avec ces trois images des trois saints qui se trouvaient également dans cet édifice. À gauche, vous avez Saint Thaddée, au centre, donc l'apôtre, au centre, vous avez le diacre Saint-Étienne, et à droite, vous avez le Saint Démétrios, qui aujourd'hui n'est plus à Kiev, mais à Moscou, à la galerie Tretiakov. Ces grands décors, comme ceux de Sainte-Sophie, avaient évidemment, eux aussi, été exécutés par des artistes byzantins, avec peut-être l'aide d'élèves. Mais les décors luxueux de mosaïque, dont la présence est d'ailleurs aussi attestée par les sources à l'abbatiale de la Dormition de la Laure de Petchersk, ne connaîtront étrangement pas d'autre développement ailleurs qu'à Kiev. En 1169, Kiev succombe aux assauts du prince de Vladimir, André Ier Bogolyubski. La ville est pillée et mise à sac, et la célèbre icône de la Vierge de Vladimir, arrivée de Constantinople à Kiev vers 1130, est alors translatée à Vladimir. Kiev s'assoupit alors, après avoir donné une image inoubliable du rayonnement de Byzance en terre slave, et après avoir dispensé également, magistralement, dans toute la Rousse kievienne, les leçons reçues de Byzance et de Constantinople. En même temps, les dimensions prodigieuses des édifices que nous avons vus par rapport au modèle byzantin qui leur était contemporain, l'élan en hauteur, inédit, les innovations en matière de plan et d'agencement des volumes de l'architecture, indépendamment du caractère iconique des images byzantines, toujours évidemment respectées, et qui attend sans doute ici, dans les trois mosaïques, un sommet, ont conféré un caractère très profondément original à l'art de la capitale princière, et qui font
des premiers édifices chrétiens de Kiev, des chefs-d'œuvre, non seulement du patrimoine ukrainien, mais du patrimoine universel. Merci de votre attention.